Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps que j'attendais de vous rencontrer. Donc, comme on a dit, je suis arrivé en 2015 comme professeur au département de génie électrique. Et avant de rencontrer la communauté de l'ETS, je voulais m'assurer que j'avais un laboratoire fonctionnel, des étudiants qui sont en plein dans le domaine. Comme ça, s'il y a un retour vers moi pour des demandes, j'aurai la chance d'y aller de façon positive. Donc, le but de la soirée ce soir, en fait, c'est, j'espère, vous faire découvrir un nouveau domaine de recherche et d'application. Puis, en fait, très simplement, vous donner la piqûre pour ce domaine-là, au moins pour susciter un intérêt positif. Donc, c'est le but de la soirée que je me suis donné. Pour y arriver, j'ai développé un acronyme, comme on est habitué aux acronymes à l'ETS, WWF, les lettres pour un sport, parce que ça va être un peu du sport ce soir. Vous pouvez voir ça un peu comme un spectacle de musique. La première partie que j'assurerai en français sera une présentation des outils, donc comprendre le domaine. C'est important de savoir de quoi on parle. Et la deuxième partie sera un peu plus intense, donc vraiment avec des travaux spécialisés dans un laboratoire, avec une étoile montante, en fait, dans le domaine des terrestres, mon collègue, le professeur Kosuke Murate. Donc, que veulent dire ces lettres? En fait, la présentation, vous allez voir, oh, on a un petit problème déjà. Ça fonctionnait bien tout à l'heure. C'est pas grave, on va le dire. C'est what, why, for. Donc, quelles sont les ondes terrestres, pourquoi les ondes terrestres et à quoi servent les ondes terrestres. Puis, entre les deux, j'ai mis deux petits H pour how et here, donc en anglais. Comment on fait ces ondes-là, comment on les génère, on les détecte. Et finalement, à l'ETS, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans notre laboratoire. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'options que je vais présenter. Si un autre professeur du même domaine des terrestres était ici ce soir, vous auriez probablement un autre portrait complètement différent, tout aussi intéressant. Il faut savoir que je suis allé avec mes intérêts, qui sont la spectroscopie et l'imagerie terrestre. C'est ce dont je vais vous parler. Donc, comme on a dit ici, c'est intéressant de mentionner un peu mon parcours qu'on a bien entendu juste avant par Marjorie. Donc, alternance entre travail et études, donc en bleu, le milieu académique. Ce qui relie toutes ces expériences, en fait, j'ai résumé en un encadré. J'ai touché à la spectroscopie laser pour la spectroscopie, l'identification des matériaux, time of flight, donc pulse écho en ultrasons, imagerie thermique, imagerie 3D avec les ultrasons. Une chose qui est intéressante, quand je suis revenu au doctorat, j'ai découvert que le domaine des terrestres, c'était une technique qui permettait de faire tout ce genre de manipulation-là. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter durant la soirée. Donc, première question importante à répondre, que sont les ondes terrestres? Donc, il faut retourner à notre cours de physique ou de chimie secondaire 4. Donc, ça fait longtemps, je sais, mais vous avez tous sûrement déjà entendu parler du spectre électromagnétique. C'est là que ça commence. Donc, vous avez un spectre qui représente les longueurs d'onde. Naturellement, on ne connaît pas la fréquence de ces longueurs d'onde-là, mais ce qu'on connaît, c'est le nom des bandes de fréquence. Donc, tout le monde, par exemple, a déjà entendu parler des rayons X. Par exemple, une fois par année, on a une visite chez le dentiste. Les rayons X nous permettent de passer à travers la matière. Si on a un film, on vient étamper l'information, qui est une représentation de la densité de votre dent. Si vous avez moins de densité, plus de transmission, donc vous pouvez identifier les caries. Donc, c'est extrêmement intéressant pour la caractérisation. On parle ici de longueurs d'onde extrêmement courtes. Ce soir, on va parler de longueur d'onde et de fréquence. Donc, c'est pour ça que je mets un peu l'emphase de ce côté-là. Si on continue, on descend avec des longueurs d'onde un peu plus grandes. Donc, on va vers les ultraviolets. Vous connaissez aussi les ultraviolets cet été pour avoir eu les coups de soleil, j'imagine. C'est la longueur d'onde qui passe après la première couche de peau et vous brûle un peu la derme. Donc, c'est une longueur d'onde que vous côtoyez souvent, mais c'est aussi une longueur d'onde pour la spectroscopie atomique. Donc, si vous décomposez un atome, quand il se recompose, vous allez avoir des émissions dans les ondes ultraviolettes. Donc, c'est une onde extrêmement utilisée pour la spectroscopie. Le visible, c'est extrêmement important. On s'en sert tous les jours. Une petite mention, si vous avez fait de la musique, la bande de longueur d'onde de 800 nanomètres à 400 nanomètres, qui représente le rouge au bleu, correspond à 1 octave. Donc, 1 octave, c'est-à-dire on vient de doubler la fréquence, on vient de diviser par 2 la longueur d'onde. Donc, c'est la bande visible qui nous intéresse. On va voir pourquoi c'est important de le mentionner. Si on continue à descendre en longueur d'onde, on va vers les infrarouges.
Infrarouge, c'est la sensation de chaleur que vous avez près d'un feu, donc c'est celle qui vous donne l'impression d'avoir chaud, mais c'est aussi cette longueur d'onde-là qui pourrait, par exemple, permettre la vision de nuit. Donc les caméras infrarouges, les caméras militaires, pour voir la nuit, voient la radiation de votre corps qui est aux alentours de 10 microns, donc dans l'infrarouge. Si on passe un peu plus loin, on va vers les micro-ondes, c'est aussi une bande de fréquence fréquence plus faible, mais de longueur d'onde plus grande, va vous permettre de faire, par exemple, les communications sans fil de vos téléphones cellulaires ou les fours micro-ondes pour faire la cuisine. Ce qu'on connaît moins, par exemple, c'est la partie terrestre qui se retrouve entre les micro-ondes et les infrarouges. Donc ici, c'est la zone qu'on va se concentrer ce soir. Un petit résumé ici. Les longueurs d'onde très courtes, c'est vers les rayons X. Les longueurs d'onde très grandes, les micro-ondes, jusqu'aux ondes radio. On parle de basse fréquence ici, on parle de très haute fréquence. Il faut savoir que la fréquence est liée avec la longueur d'onde par la vitesse de la lumière. Et la bande terrestre se situe autour de 10 à la 12 Hz. Donc 1 THz, c'est 10 à la 12 Hz. Et aussi 300 microns en longueur d'onde. Donc 300 microns en longueur d'onde, c'est l'équivalent de 3 feuilles de papier, par exemple, que vous avez ensemble. Une notion importante que j'aimerais peut-être la notion la plus importante de la soirée, c'est passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Donc si vous avez une longueur d'onde qui a une oscillation d'1 picoseconde, donc 10 à la moins 12, à la vitesse de la lumière, c'est 300 microns. C'est aussi dans le domaine fréquentiel 1 THz. Donc, c'est notre onde terrestre qu'on est en train de parler. Quand on compare à la bande visible, donc pour ceux, comme je disais, qui font la musique, qui savent que la bande visible, c'est 1 octave, la bande terrestre couvre 100 GHz à 30 THz ou 3 mm en longueur d'onde jusqu'à 10 microns, ce qui correspond à peu près à 3 décades. Donc, c'est énorme comme bande de fréquence. Donc, les possibilités de voir, disons, le monde d'une autre façon dans les longueurs d'onde terrestres sont énormes aussi. Maintenant, quand on peut avoir entendu parler la première fois des ondes terrestres, c'est intéressant de se poser la question, peut-être on n'a jamais entendu parler. La première chose qui remonte à les premiers utilisateurs de cette bande de fréquences-là, c'est la NASA, donc avec la cartographie de l'univers, qui est à une température d'environ 3 Kelvin. Donc 3 Kelvin, c'est une radiation d'environ 200 GHz. Donc, si vous avez des détecteurs dans l'espace pour capter cette radiation-là, vous détectez la bande terrestre. Donc, ce sont des détecteurs extrêmement chers, donc qui ne sont pas pratiques pour les applications sur Terre, mais ce sont les premiers à avoir utilisé, disons, cette bande de fréquence-là. Pourquoi c'est important de parler de détecteurs et de sources? En 2007, on parlait encore beaucoup du Terrace Gap. Donc, Terrace Gap, pourquoi? Ici, on a le monde électronique, donc les diodes, toutes les sources micro-ondes, en fait, qui sont dans 10 GHz jusqu'à 100 GHz, arrêtent de performer avant les terrestres. Donc, on n'a plus de réponse à l'électronique. Puis du côté optique, si on descend en fréquence, on n'est pas capable non plus d'aller dans cette zone-là. Seules quelques techniques, donc les quantum cascade laser, qui ont besoin de systèmes de refroidissement, un peu comme les systèmes de détection dans l'espace, très, très difficile, ça s'améliore beaucoup. DFG paramétrique, on est chanceux, on a l'expert mondial ce soir qui va nous parler de cette technique-là dans la deuxième présentation. Donc, seulement quelques techniques existaient. Donc ça, si je me replace, moi, dans mon début de doctorat en 2006, c'est là qu'on était. On n'avait pas beaucoup de sources. Maintenant, si on regarde les publications, ça aussi, c'est un indice de l'activité dans la recherche. Ça commence à peu près aux années 1990. On voit que c'est très peu de publications au départ. Ça coïncide avec l'avènement du laser femtoseconde. Donc, beaucoup de sources et de développements sont apparus grâce au laser femtoseconde. Donc, pour vous illustrer qu'est-ce que c'est un laser femtoseconde, si vous avez une lampe de poche, vous allumez la lampe de poche pendant 1 seconde, vous fermez. La lumière, en 1 seconde, aura le temps de faire 8 fois et demi le tour de la Terre, donc à la vitesse de la lumière. 100 femtosecondes, par exemple, un laser qui est capable d'envoyer une lumière de 100 femtosecondes, à la vitesse de la lumière, on va avoir le temps de traverser uniquement l'épaisseur d'une feuille de papier, 100 microns. Donc, ça vous donne la relation femtoseconde à seconde. Donc, avec l'avènement de ce type de laser-là, les premières démonstrations sont faites. Soudainement, une accélération de la recherche en 2003, qui a en fait, beaucoup de détections et de techniques de génération sont arrivées. Pour quelles raisons? En fait, si on remonte en 2003, il est arrivé un événement tragique, pour ceux qui s'en souviennent.
La navette Columbia a explosé donc, en 2003 et certains chercheurs ont identifié la source du problème qui venait des barrières thermiques sur le réservoir principal, puis ont démontré que si quelqu'un avait eu les moyens techniques d'utiliser les ondes terahertz pour passer à travers les barrières thermiques, on aurait pu aller identifier la corrosion ou les rivets défaillants qui auraient peut-être sauvé ou évité la catastrophe. Donc, probablement qu'à ce moment-là, il y a eu un grand bouleversement dans le financement de la recherche et beaucoup de gens se sont mis à développer les sources activement. Donc, ça, c'est le professeur Zhang à New York, à l'Institut Rensselaer. Maintenant, pourquoi les ondes terahertz? Pour voir l'intérêt, en fait, c'est important de connaître les propriétés des ondes terahertz. Les avantages, j'en ai mis quelques-uns ici. Le premier avantage, en fait, c'est la transparence. Donc, on peut passer à travers beaucoup de matériaux, comme on vient de dire. La barrière thermique, le foam, on est complètement transparent. Donc, les matériaux optiquement opaques, comme la lumière, l'infrarouge ou l'ultraviolet, bloquent, mais aux ondes terahertz, on peut passer à travers le bois, le papier, le tissu, tout ce qui est non métallique, non conducteur, en fait. Donc, il y a un très grand intérêt pour l'inspection des objets et l'identification, on va voir aussi. On dit que c'est sécuritaire par rapport aux rayons X, donc ce n'est pas ionisant. Donc les rayons X, on le sait, on a le droit à une dose au dentiste, on essaie d'éviter parce qu'on peut avoir des bris dans notre chaîne d'ADN, etc. Les terahertz sont censés être sécuritaires, mais il y a beaucoup d'études en ce moment qui font justement ces tests-là pour la biocompatibilité. Signature, ça aussi c'est un point important, comme je disais, on peut faire de l'identification. On est sensible à toutes les molécules. Par exemple, la molécule d'eau, H2O, va avoir une rotation, une vibration entre oxygène et hydrogène aux fréquences terahertz. Donc, on peut identifier les éléments, tous les éléments. On peut discerner le café d'une bombe, par exemple, avec la signature intrinsèque de la molécule. La résolution spatiale, ça aussi, c'est un point important. Si on veut faire de l'imagerie, les micro-ondes ont aussi la propriété de passer à travers les matériaux, mais la longueur d'onde est tellement grande qu'on n'a pas de résolution. On va avoir une image très floue, comme on dirait. Donc, en terahertz, on peut avoir une résolution de quelques centaines de microns facilement. Donc, ça, c'est un point important. Finalement, la résolution temporelle. Donc, on a une onde de 1 picoseconde, puis on peut aller étudier l'évolution de phénomènes avec des temps records. Donc, on va essayer de voir un peu comment on fait ça. Un article important en 2001 qui nous présente justement plusieurs de ces avantages de l'onde terahertz pour sonder la matière. Des avantages, il faut qu'il y en ait, j'imagine, parce que ce n'est pas encore implanté partout. Le premier, c'est le coût. Généralement, le coût associé au développement terahertz est hautement lié au laser. Donc, le laser coûte cher. On a un problème ici. L'apprentissage, vous demanderez à mes étudiants gradués, ça prend facilement 1 an juste avant d'être autonome avec un système qu'on développe nous-mêmes. Donc, ça, c'est compliqué. Vous allez voir qu'il y a des alternatives aujourd'hui, mais généralement, c'est une technologie assez complexe. Finalement, l'accréditation. Donc, si on veut remplacer une technique existante, il faut qu'on ait des démonstrations extrêmement puissantes qui complètement déclassent la technologie en place. Mais ça prend des années. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En fait, il y a des larmes secrètes que moi j'ai vues quand j'ai commencé mon doctorat. C'est celui qui résume en fait les points que j'avais étudiés dans mon passé. L'identification chimique, c'est possible. C'est une technique sans contact parce que c'est l'équivalent de la lumière. C'est une technique de pulse écho comme le radar. On peut aller localiser les objets. On peut faire de l'imagerie en 2D et en 3D. On peut tout combiner ça ensemble, comme on veut. Donc ça, c'est intéressant. Encore, est-ce que c'est de l'électronique ou de l'optique? Ça aussi, c'est une bonne question. Le monde de l'électronique utilise des appareils avec des sondes. On peut mesurer le champ électrique, l'amplitude, la phase, de façon cohérente avec les câbles, relier un appareil, l'oscilloscope. Dans le domaine optique, on utilise des miroirs, des lentilles, puis on intègre la lumière, on mesure l'intensité et la puissance. En terahertz, on est vraiment entre les deux mondes. On manipule l'information avec des miroirs et des lentilles, mais grâce aux techniques qu'on va voir tout à l'heure, on est capable d'avoir la mesure du champ électrique directement en amplitude et en phase. Donc, ça devient un outil extrêmement puissant, ça devient un oscilloscope ultra rapide sans contact. Vous pouvez le voir comme ça. Vous allez me dire comment on fait ça? Voici un peu quelques exemples. Encore une fois, je le prends de ma perspective. Il existe beaucoup de techniques. J'en ai choisi quelques directions qui vont aussi vous aider pour la prochaine présentation. On va aller voir la génération. Génération,
basé sur l'utilisation de lasers, de sources femtosecondes. Donc, on revient au laser femtoseconde. J'ai mis les deux premières démonstrations importantes, 1984-1994. Donc, 1984, on utilise un laser femtoseconde qui a une durée, donc, par exemple, 100 femtosecondes. On illumine un matériau semi-conducteur sur lequel on a déposé une électrode qui est polarisée. Lorsque la lumière frappe entre les électrodes, vient créer un genre de court-circuit. Donc, les électrons vont créer un filament instantanément. La recombinaison de ces électrons-là va dériver vers la tension de polarisation. Il y aura une émission qui dépend du matériau, donc des propriétés intrinsèques du matériau, qui sont définies ici. Puis on aura une radiation des deux côtés de l'antenne. Cette radiation-là est terrestre. Le phénomène inverse existe pour la détection. Donc, on peut utiliser le même genre d'antenne pour détecter. Deuxième approche, on peut aussi utiliser le même laser, utiliser des matériaux, donc des cristaux qu'on appelle non linéaires. Si vous êtes ingénieur électrique, ça serait l'équivalent de mettre un pont diode ici. Un pont diode, vous avez une amplitude, un champ électrique qui varie extrêmement vite, très court. Si vous avez un pont diode, vous allez rectifier, vous allez obtenir l'enveloppe de l'impulsion initiale, puis l'enveloppe avec les accords de phase dans le matériau va vous donner finalement une onde qui est proportionnelle à la réponse non linéaire qui tombe finalement dans les terrestres. C'est un aspect que j'ai utilisé depuis 12 ans, que je travaille sur ces aspects de génération-là. Un des premiers défis, quand j'ai commencé la thèse, il n'y avait aucune source microjoule sur la planète. Donc, il y avait des matériaux qu'on connaissait très bien qui généraient des impulsions terrestres faibles. On s'est dit, on va y aller avec une force brutale, on va utiliser les lasers de l'INRS, qui à ce moment-là étaient dans les lasers les plus intenses au monde. On va simplement augmenter la taille du cristal et illuminer ça avec un faisceau monstrueux. Puis finalement, on a obtenu 1 microjoule. Donc 1 microjoule, ce n'est pas énorme, mais ça a lancé tout un domaine d'expertise pour la spectroscopie non linéaire, etc. Beaucoup d'applications qui ont suivi. Mais malheureusement, ce n'est pas plug and play comme j'ai écrit. Ça prend un système complexe sous vide pour traiter le laser. Donc, c'était en 2007. Le problème, c'est l'accord de phase. Donc, quand vous avez une onde optique qui traverse un matériau, le matériau va transférer une partie de son énergie vers l'onde terrestre, qui serait en rouge ici. Si on propage à la même vitesse dans le matériau, l'onde terrestre s'amplifie et finalement, on gagne un signal très fort à la sortie. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un accord de phase parfait. Donc, on a une onde très bonne à la sortie. Mais dans la réalité, ce qui se produit, les matériaux ne répondent pas, donc ils n'ont pas le même indice de réfraction pour l'onde pompe et l'onde générée. Donc, ce qui se produit, on a un mauvais accord de phase, on se retrouve avec une pompe très forte puis un signal très faible terrestre. Donc, c'est le désavantage. Heureusement, il y a des gens qui ont des très bonnes idées en sciences en général. Une des très bonnes idées, c'est de faire un nouveau type d'accord de phase. Dans la vraie vie, une image qui peut parler. Si vous avez un bateau qui voyage à une vitesse, supposons 100 km/h sur l'océan, il va traverser très rapidement. L'eau qui voyage n'ira pas à la même vitesse. Qu'est-ce que ça produit comme phénomène? Si vous êtes en avion puis vous voyez un bateau, pensez-y la prochaine fois, vous verrez une vague en cône en arrière, qui est une traînée. On pourrait appeler ça un angle de Cherenkov. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le désaccord de phase entre deux vitesses. La vitesse qu'on appellera pompe dans un cas optique et la vitesse de l'onde générée. Ces deux-là n'ont pas de compatibilité. La proposition intéressante, c'est pourquoi ne pas faire un faisceau optique avec un front d'onde incliné qui a exactement l'angle de Cherenkov en fonction du matériau non linéaire. Effectivement, en même temps que notre démonstration de 1 microjoule, il y avait un groupe du MIT en même année, en 2007, qui ont montré 10 microjoules avec 20 fois moins d'énergie laser. Donc ça devenait tout d'un coup révolutionnaire. Comment on fait cette technique? En utilisant, par exemple, un réseau de diffraction ou un miroir échelon. Donc, vous pouvez imaginer un escalier. Donc, si vous avez un escalier, la lumière frappe cet escalier-là. En revenant, elle va être inclinée selon la pente de l'escalier. Donc, ça pourrait être une idée. Ça ressemble à un schéma comme celui-là. Ça, ici, c'est des travaux qu'on a fait, nous, au Japon, avec l'équipe de Kyoto. On a montré qu'avec une image parfaite dans un cristal qu'on appelle lithium niobate, on est capable de générer plus d'énergie qu'un microjoule, seulement 3, mais d'une qualité optique presque parfaite qui nous permet de focaliser et obtenir des champs électriques de l'ordre du mégavolt. 1 mégavolt en 1 picoseconde. Donc, c'est des champs magnétiques aussi extrêmement forts. C'est aussi une source extrêmement brillante pour faire de l'imagerie.
Pour aller vers l'imagerie, il faut parler de la détection. Comment on fait la détection? C'est quoi notre oscilloscope? Un exemple ici, vous avez besoin d'un matériau qu'on appelle électro-optique. Des propriétés électro-optiques, si vous avez un champ électrique sur un matériau comme celui-là, il va avoir un changement de birinfringence. Si vous avez une onde optique qui traverse, elle aura un déphasage, puis ce déphasage-là peut être proportionnel au champ électrique appliqué sur le cristal lui-même. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend une onde femtoseconde, très courte par rapport à une onde picoseconde, qui est terahertz ici. On la fait balayer temporellement par rapport à l'autre. Puis point par point, on vient retracer la forme du champ d'onde électrique avec notre détecteur. Ce qui est intéressant, on peut aussi mettre une caméra ici et faire l'imagerie. Plutôt que d'avoir un point, vous pourriez avoir une image. Avant d'aller vers l'image, en fait, il faut se souvenir du concept de départ. Souvenez-vous du domaine temporel, une onde qui oscille continuellement. Dans le domaine fréquentiel, c'est une seule fréquence. Si on génère une impulsion terahertz, en un coup, vous avez un spectre extrêmement large. Donc ici, c'est un spectre de 100 GHz jusqu'à 2,5, par exemple, terahertz, sur une seule impulsion, donc en faisant la transformée de Fourier. Maintenant, si vous avez une impulsion spatiale, par exemple, je vais pouvoir le montrer. Voilà. Donc, si vous détectez avec une caméra, vous allez voir le champ électrique passer à travers le détecteur. Donc ici, et si vous faites la transformée de Fourier de cette information-là, temporelle, vous retrouvez les composantes de la lumière en fonction de la fréquence. Donc, on peut faire de l'imagerie spectrale, en amplitude et en phase. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Puis il y aura un lien avec les applications ensuite. Maintenant, quelques autres technologies qui sont extrêmement prometteuses pour les terahertz. Par exemple, les micro-ondes. La technologie électronique augmente en fréquence de plus en plus. On voit maintenant des appareils se rendre jusqu'à 1,5 terahertz qui sont vendus, donc, mais des sources continues. Les lasers, quantum cascade laser aussi, qui couvrent une très large bande, mais nécessitent encore un certain refroidissement. Donc, ce n'est pas encore facile à utiliser. Mais vous allez avoir aussi maintenant, depuis 2 ans, la technologie CMOS, qui est très bien connue pour les détecteurs ou les transistors. Donc, maintenant, on a une application avec des résonateurs non linéaires qui permet de générer et détecter les fréquences terahertz avec des devices qui font 2 par 2 mm. Donc, ça va faire une grande révolution, surtout pour les applications industrielles. Parlant d'applications, une des premières, celle qui m'a intéressé pendant longtemps et qui m'intéresse encore, c'est la science de la spectroscopie ultra rapide. Donc, pour parler de spectroscopie ultra rapide, il faut au moins que je mette une petite définition. Par exemple, si vous avez un film que vous regardez, ça vous prend au moins 25 images par seconde pour que vos yeux aient une information qui a un sens. Donc, c'est l'imagerie, on va dire, en temps à notre échelle, donc en temps des secondes. Si on regarde 1 terahertz, c'est 1 picoseconde. Vous pouvez imaginer 1 picoseconde est à 1 seconde, ce que 1 seconde est à 32 000 ans. Donc, 10 à la moins 12, c'est extrêmement court. Donc, la relation est très, très loin. Quel genre de film on peut faire avec des résolutions d'1 picoseconde? Il faut se poser la question. En fait, 25 images par picoseconde, c'est le temps excellent, en fait, pour voir les électrons bouger dans un matériau semi-conducteur. À quoi ça sert? Vos détecteurs photovoltaïques, si on veut les caractériser, savoir le temps de vie des porteurs, la spectroscopie terahertz, c'est un outil excellent. Donc, on peut illuminer, voir le temps de réponse, puis caractériser nos sources photovoltaïques. Donc, il y a beaucoup d'applications, beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Comment on fait? On utilise encore un laser avec un émetteur, le miroir, l'échantillon, un autre miroir, on recollecte l'information, puis on écrit le champ électrique, référence versus échantillon. En allant dans le domaine encore des fréquences, on va avoir la référence et l'échantillon, la phase aussi, l'amplitude et la phase, avec des calculs relativement simples versus la fréquence. On est capable d'aller extraire l'indice de réfraction du matériau, donc les propriétés du matériau, et l'absorption. Éventuellement, on pourra aussi aller vers la conductivité des matériaux. Donc, c'est un peu le genre d'interprétation qu'on peut faire. Techniquement, ce que ça peut aussi nous donner, c'est une base de données. Il existe des bases de données, par exemple, pour nous identifier des matériaux, donc de composition chimique différentes, biologiques, explosifs, etc. Donc, on peut avoir des signatures distinctes. Donc, on pourra vraiment identifier
avec la base de données et aussi l'étude qu'on fait. Donc après, on peut cibler une application avec l'émetteur nécessaire pour détecter tel élément. Donc c'est un peu ce que notre collègue va nous présenter dans la prochaine présentation. Maintenant, on va vers l'imagerie, donc 1 degré de plus de liberté, les images terahertz. Donc si on regarde en 2 dimensions à quoi ça peut ressembler une image terahertz, des images justement qui viennent du groupe de Nagoya, dans les premières, si vous avez une carte électronique, vous l'illuminez de terahertz, vous regardez ce qui passe, vous allez voir qu'il y a une forte réflexion sur le métal, donc vous voyez le circuit, puis une transmission à travers le plastique. Donc vous voyez à travers les objets. Autre chose, dans les premières, donc c'est 1995, ça fait longtemps, une feuille qui est en train de sécher, on peut voir à quel endroit l'eau va se concentrer, donc dans les veines de la feuille, on peut le suivre avec l'imagerie terahertz. Application plus concrète, le cancer de la peau, on a vu rapidement que les cellules cancéreuses contiennent moins d'eau que les cellules saines, donc on peut les discriminer très rapidement avec une image terahertz. Donc ça, c'est aussi des applications intéressantes. Maintenant, si on ajoute la dimension spectrale à la condition 2D, on peut aussi aller caractériser, par exemple, des peintures, des anciennes peintures, aller voir quelle couche a été utilisée, à quelle époque, avec quel matériau, donc pour faire de la datation ou peut-être contrer un faux d'un vrai. C'est un projet aussi qui m'intéresse parce qu'avec le professeur Mohamed Chéri, on a justement un plan de mélanger l'expertise multispectrale vers l'imagerie terahertz pour combiner l'information sur des documents anciens. Donc, c'est aussi un aspect extrêmement intéressant de l'imagerie terahertz. Si on va en 3 dimensions, vous prenez un téléphone, vous passez à travers l'iPhone, vous pouvez, avec MATLAB, rapidement reconstruire la propagation, recréer les couches à l'intérieur de votre image et avoir un objet en 3D. Donc ça, c'est seulement temporel et spatial. On peut rajouter l'information spectrale aussi. Un peu plus tard, une des difficultés, la diffraction, la limite de diffraction. Bon, il y a un principe, la limite de Rayleigh qu'on appelle. On est incapable de discerner un objet, dans le cas de 1 terahertz, à plus près que 183 microns de distance pour une longueur d'onde de 300 microns. Donc, si vous voulez avoir une résolution spatiale meilleure que ça ne marche plus. Heureusement, en optique, les plus grandes découvertes de l'optique, sûrement, ont été faites en microscopie, donc la microscopie des cellules, etc. La technique, en fait, il faut être capable d'aller mesurer la lumière avant qu'elle diffracte, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avant que la distance entre l'objet qu'on veut mesurer et la longueur d'onde. Donc, il faut aller moins loin que la longueur d'onde pour capter l'information et le résoudre spatialement. Donc, ici, on le voit un peu, la distance agit comme un filtre passe-bas à la lumière. Avec ce genre de technique-là, les terahertz, on a vu qu'on peut faire l'image d'un transistor avec une résolution de quelques dizaines de nanomètres, donc 1000 fois inférieure à la longueur d'onde. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi, cette approche-là. Comme on le mentionnait au début, j'ai travaillé sur un projet avec Olympus pour développer un microscope dont la génération est la source que vous avez vue, très intense. On a un échantillon, on fait une détection en image, couplé avec un microscope optique. Pourquoi on utiliserait ce genre de microscope-là? En fait, un des objectifs, c'est d'aller mesurer la lumière confinée. Le confinement de la lumière, c'est par exemple utiliser une antenne puis focaliser très précisément l'onde. À quoi ça peut servir? En 2002, on nous a parlé d'invisibilité, si vous avez entendu. En fait, Harry Potter, c'est plus de la science-fiction. Un jour, peut-être, on aura l'invisibilité aux longueurs d'onde visibles. Donc, c'est un peu difficile à imaginer, mais aux fréquences terahertz, il y a déjà des démonstrations de lumière qui est modulée de façon à ce qu'on ne voit plus l'information de l'autre côté. Donc, ici, comment ça fonctionne? La clé, les métamatériaux. Donc, des découvertes qui datent du début des années 2000. Qu'est-ce que c'est, le métamatériau? En fait, c'est l'équivalent si vous avez, par exemple, à plus grande échelle, votre ancienne télévision avec les 2 antennes de lapin. Bon, votre antenne est capable de capter une onde beaucoup plus grande que l'antenne. Si vous réduisez cette antenne au minimum, donc, par exemple, dans le cas des terahertz, on parle de 300 microns, donc une antenne de quelques dizaines de microns, va être capable de capter la lumière. Cette lumière-là va être, en fait, traitée comme si c'était rendu un circuit électrique. Donc, vous traitez la lumière comme si vous aviez le contrôle sur un condensateur et une inductance. Donc, ça devient du génie électrique optique. Ça, c'est assez intéressant aussi. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est juste comme vos condensateurs et inductances, mais de façon à manipuler la lumière. Donc, un des exercices qu'une de mes étudiantes fait en ce moment,
c'est justement de caractériser ces antennes-là en fonction de l'angle. Si vous avez une onde électrique qui frappe ce genre de structure-là, quelle sera la résonance et comment elle réagira au champ électrique? On peut voir que si on envoie une onde ici, en fait, on va créer un courant. Voilà notre inductance, parce que c'est asymétrique. Imaginez que vous polarisez un côté, vous polarisez l'autre côté, vous n'avez pas la même tension des deux côtés, donc vous créez un courant qui circule, et donc, si vous avez un courant, vous avez aussi des charges. Ces charges-là vont s'accumuler, voilà votre condensateur. Donc, avec votre inductance et votre condensateur, si vous tournez votre antenne, vous n'avez plus cet effet-là, donc vous n'avez plus cette résonance-là. Techniquement, en fait, en expérience, à quoi ça peut ressembler? Je devrais retrouver mon curseur. Vous avez une onde qui traverse encore une fois le détecteur, donc vous voyez l'échelle de temps, elle va passer, donc on a 500 à moins 500 kV qui traverse un détecteur. C'est une image à peu près en HD. Donc si vous prenez un seul pixel de cette image-là, vous allez obtenir une trace temporelle. Maintenant, si vous placez un échantillon sur notre plateforme, si je retrouve mon curseur, encore une fois, attendez-moi, voilà. Donc, avec l'échantillon, à quoi ça ressemble? Donc, vous allez voir le même champ électrique traversé, mais cette fois-ci, l'antenne, certaines vont capter la lumière, d'autres ne capteront pas la lumière. Donc, vous avez l'effet, en fait, vous le voyez vraiment, ce n'est pas des simulations, c'est des vraies données. Donc, si je prends juste deux écrans figés, vous voyez les charges qui ont accumulé très fortement sur la zone alignée avec le champ, tandis qu'à l'opposé, vous n'avez aucune réponse dans l'autre cas. Donc, ça, c'est pour caractériser des antennes, on peut faire l'imagerie comme ça. Maintenant, à quoi on peut faire? Quelle serait l'application d'avoir des résonateurs? Je vous en donne un exemple. Le sucre. Si on veut caractériser le sucre, bon, quel intérêt on a à caractériser le sucre? Un des premiers, c'est dans votre sang, il y a beaucoup de sucre. Pour caractériser le diabète, par exemple, on veut savoir est-ce qu'on est capable d'avoir un device terrestre capable d'identifier un problème. Les gens ont essayé en solution. Donc, la solution, aucune réponse, malheureusement. Donc, la solution, la matrice a absorbé toute l'onde, on n'a aucune signature du sucre. Une belle découverte, si on utilise des résonateurs à ce moment-ci, qui sont des fentes de quelques nanomètres, on a l'effet d'un condensateur, beaucoup de charges s'accumulent, et ces charges-là vont restructurer la molécule de sucre et finalement redevenir extrêmement sensible. On est capable de discerner, en fait, les types de sucre. Ce n'est pas notre travail, c'est des gens en Corée, qui ont fait ces travaux-là. Donc, c'est une démonstration importante pour faire des senseurs extrêmement compacts. D'autres percées importantes, il y en a beaucoup, j'en ai choisi quelques-unes. En fait, on pourrait se référer à un article qui s'appelle Nature Photonic Terrestrial Taking Off en 2013 qui nous montre quelques-uns des champs d'application. Broadband Wireless Communication, donc la communication sans fil va bénéficier bientôt des ondes terrestres. L'inspection médicale, l'imagerie non linéaire, la sécurité et la défense, vous l'aurez compris, les tests non destructifs. Donc, tous ces champs-là vont avoir des percées majeures prochainement. En fait, il y en a déjà, mais avant que ça se rende en industrie, ça prend toujours quelques années. Donc, une des démonstrations, par exemple, en médical, récemment, en 2016, ils ont montré justement que l'ADN répond aux ondes terahertz de toutes sortes de façons. On pourrait aller loin là-dedans, mais en fait, ici, la démonstration intéressante, c'est quand il y a une mutation qui donne ce qu'on appelle le cancer DNA, donc ça peut dégénérer en une douzaine de sortes de cancers, le terahertz peut faire une détection précoce de ces problèmes-là. En solution, ça a été testé, mais la réponse est extrêmement faible, mais quand même présente. Donc, ici, ça a été détecté en cristallisant le sang, par exemple, la matière. Puis ici, c'est en solution. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Probablement que l'astuce, ça serait d'utiliser justement des résonateurs pour aller réamplifier ou resensibiliser la technique. Un autre exemple, en télécommunication, si vous avez la lumière visible qui est ici, en noir, c'est les conditions atmosphériques d'air sec, la transmission, donc l'atténuation, est très, très bonne. Si vous avez de la pluie, la transmission devient de moins en moins bonne, visiblement. Si vous avez du brouillard, vous avez presque tout perdu avec le visible. Donc ça, c'est un des problèmes. Pour le terahertz, en fait, vous voyez que quand c'est sec, vous avez seulement certaines bandes qui passent. Donc c'est hautement absorbé dans l'atmosphère. Lorsqu'on a le brouillard ou la pluie, la condition s'améliore. Ça, c'est assez surprenant. Mais en fait, c'est qu'on a l'absorption et la réémission dans le brouillard. Certains vous diront peut-être que l'atterrissage des avions, il y a des gens qui travaillent là-dessus, dans le brouillard, pourra utiliser la vision terahertz pour éviter des problèmes. Donc ça aussi, c'est des applications possibles. Mais pour les télécommunications,
Déjà, quelques bandes ont été allouées, donc 150 GHz pour les portées 1 à 10 km, 1 THz pour le point-à-point, donc des téléchargements extrêmement rapides. Donc, vous voyez, en fait, ça a été basé sur les zones où est-ce qu'on a le moins d'absorption possible, au THz. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Beaucoup de gens travaillent dans ce domaine-là. Puis, vous devriez aussi voir, à partir de 2016-2017, encore un autre incrément dans le taux de publication. Donc, vous avez vu, en 2003, ça s'est accéléré. Maintenant, il y a une autre accélération, entre autres, grâce au domaine des télécommunications. D'autres percée importante, c'est l'imagerie spectrale en temps réel qu'on aura juste après. Donc, je passe ici. Ce sera mon collègue Kosuke qui va vous présenter la génération et l'imagerie. D'autres approches à venue importantes, c'est la détection à 1 pixel. Un des problèmes en THz, c'est que ça coûte cher avoir des caméras THz. Ça encore pas vraiment disponible, mais ça va arriver. Donc, une approche possible, c'est qu'on peut moduler le signal avec une modulation qu'on connaît, un peu pensez à votre encodage JPEG. Avec seulement 10 20 de l'information, vous êtes capable de recouvrir 100 de l'objet, donc avec une détection à 1 pixel. Donc ça, c'est une avenue qu'on regarde beaucoup ici dans notre groupe, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de se payer la caméra THz, donc on va aller travailler plus fortement sur la modulation du faisceau THz. D'autres percées importantes, l'imagerie 3D temporelle et spectrale. Donc, allez voir les médicaments. Donc, en 45 minutes, on fait le travail que 15 heures de rayons X font. Mais en plus, on a la signature de l'élément actif du médicament, en plus du coating. Donc, dans l'industrie pharmaceutique, on veut savoir quelle épaisseur a le coating pour savoir si le médicament se dégrade plus rapidement, pour savoir sa durée de vie finalement. Donc, ça, c'est une belle démonstration. Une autre belle démonstration, c'est la lecture d'un livre sans l'ouvrir. Donc, ça aussi, c'est assez fascinant. Donc, on fait de la mesure 3D, spectrale et temporelle. Donc, le spectre et le temps, ce que ça nous donne, c'est que page après page, si on laisse le livre fermé, on pourrait aller lire, ici, dans ce cas-ci, ils ont lu jusqu'à 9 pages, les lettres indiquées. Vous allez me dire, mais pourquoi pas ouvrir le livre? C'est une bonne question. En fait, il existe encore des livres qu'on ne peut plus ouvrir, les pensées à l'archéologie. Donc, l'idée d'utiliser cette technologie pourrait nous permettre de relire des livres qui n'ont jamais été lus, finalement. Donc, ça, c'est aussi des belles démonstrations. En 2016, c'est assez récent. Une perspective que j'adore aussi, cette année, on a vu dans les revues Nature l'apparition, la démonstration de flat optique. Donc, avoir de l'optique très mince, donc justement avec des structures un peu comme des métamatériaux. Bientôt, au lieu d'avoir une caméra avec un objectif comme ça, vous allez avoir la même chose, votre caméra n'aura plus d'objectif, mais vous allez avoir une meilleure résolution grâce à ce genre de technologie-là. Dans le domaine visible, c'est difficile à fabriquer parce qu'on a besoin de structures fines, mais pour les ondes THz, c'est vraiment une plateforme à penser, donc pour développer justement de l'optique plat pour les ondes THz. Maintenant, j'ai pratiquement terminé. Quelques exemples de ce qu'on fait à l'ETS. On a utilisé récemment, avec notre collègue Kosuke Murate, qui est venu l'année dernière pour un stage de 6 mois, avec un micro-miroir, donc ce qu'on appelle les DMD, ou à base de MEMS, Micro Electrical Mirror. En fait, c'est ce que vous avez dans un projecteur ici. Donc, ce qui vous permet d'avoir une image, c'est qu'il y a une matrice de pixels qui bouge, qui vous permet de réaligner l'image. Nous, on l'a utilisé pour incliner un front d'onde, donc une onde qui frappe le miroir, va repartir avec un front d'onde incliné. Vous me voyez venir avec la technique de génération. On a généré l'onde THz efficacement. Puis en fait, ce que ça peut nous permettre, c'est maintenant d'utiliser cet outil-là pour faire la modulation, pour le compressed sensing, directement dans la génération. Donc, ça nous donne un terrain de jeu extrêmement intéressant. Une simulation, vous voyez l'onde, par exemple, de 20 femtosecondes qui frappe le miroir, comme ceux-là, donc comme votre escalier. La lumière repart finalement avec votre angle qui, lui, est nécessaire pour aller faire la génération efficace de l'onde THz. Une autre démonstration récente en collaboration avec l'Université de Kyoto, c'est l'imagerie non linéaire. Donc, avec un détecteur, en ajoutant un matériau semi-conducteur qui répond non linéairement en fonction du champ électrique, on a réussi à faire saturer une image pour augmenter de l'information qui n'existait pas dans la version linéaire. Donc, si on fait un filtre sur ça, on voit qu'on obtient une forme d'image différente. Donc, en changeant les matériaux, on est capable finalement de moduler l'image directement avec le champ électrique. Donc, ça aussi, c'est une approche intéressante. Il m'en reste en fait une application, donc une étudiante qui travaille sur une application industrielle, la caractérisation de l'électronique imprimable.
Donc, l'électronique imprimable, c'est ce qui remplacera beaucoup de vos dispositifs électroniques parce que ça coûte pas cher. C'est un peu comme l'impression du papier, mais plutôt que d'imprimer du papier, on imprime de l'encre conductrice. On s'est dit, il faut caractériser cette encre-là. On a développé un échantillon, en fait, sur un substrat qui nous dit si l'onde qui traverse, quand elle est bien transformée dans un autre mode, on a une bonne conductivité, sinon une mauvaise conductivité. Donc, c'est un test non destructif en ligne, sans contact. Donc, par exemple, vous pourriez imaginer une chaîne de production qui est constamment en train de sonder l'encre. Puis, ce qui est extrêmement surprenant, donc on n'a pas encore publié, ça s'en vient, c'est qu'on a à peu près un ordre de grandeur plus de sensibilité que la technique conventionnelle à 4 pointes, qui est extrêmement sensible à la base. Donc, on a une détection extrêmement précise de la conductivité réelle de l'encre. Donc, ça, c'est très prometteur. Puis, il me reste en fait une vidéo. En fait, cet été, j'étais au Japon, j'ai réutilisé le microscope. On a fait une belle découverte, en fait, un peu par hasard. Donc, avec une onde, en fait, si vous connaissez les tornades, on en a entendu parler cette semaine, électromagnétiquement, on peut créer cette tornade-là qu'on appelle une onde vortex, qu'on peut générer et détecter. J'espère que je peux vous la montrer. Ici, donc, on focalise, on voit l'onde qui tourne. On a utilisé un nouveau type de matériau qui est utilisé dans les mémoires RAM des ordinateurs. Puis on a fait l'imagerie, puis en fait, on a mémorisé l'onde terrestre spatialement. Donc ça, c'est une première, c'est intéressant. Ça nous donne une mémoire d'à peu près 10 picosecondes, extrêmement rapide, qu'on pourrait écrire et relire. Donc ça va faire partie des données à analyser bientôt. Donc voici l'équipe. En fait, c'est l'équipe de l'année dernière. Je n'avais pas de photos du groupe actuel de septembre qui a changé. On est toujours en train de regarder pour des étudiants motivés, étudiantes. Notre équipe actuelle est ces 3 doctorants, 2 étudiants à la maîtrise et un postdoc. Comme on dit, looking for some extraterrestres, c'est les étudiants et l'onde aussi. Donc, c'est notre objectif. Juste avant de terminer, j'aimerais vous dire aussi qu'en ce moment, il y a un regroupement stratégique du FRQNT qui est en train de se bâtir. La lettre a été acceptée. 80 professeurs déjà qui sont dans les terrestres, de près ou de loin, en fait, souvent de très près, puis 54 au Québec. Donc, c'est énorme. On a beaucoup, en fait, un domaine en expansion. C'est mon ancien co-directeur de thèse qui gère tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Voici, ça sera notre prochain invité juste après. Donc, on a le temps pour des questions. Merci bien.